À travers cette deuxième vidéo sur le processus de conception architecturale, nous allons essayer de voir, grâce à différents exemples réalisés par des étudiants de PFE lors de la spécialité PICA entre 2010 et 2012, la démarche de conception architecturale. Et en premier lieu, commençons par la présentation de cette aventure pédagogique qui est l'aventure PICA. PICA veut dire Projet intégré et qualité architecturale. C'est une spécialité qui a été mise en place par moi-même ainsi que mes deux collègues, Mehdi Benay et M. Nasser Tenchirifi, entre les années 2010 et 2012, durant 3 années, où l'expérience était d'essayer à travers l'intervention sur des petites parcelles, des dents creuses au niveau des tissus 19e 20e, dans des grandes villes telles que Alger, Oran ou Bjaya, et d'essayer de développer donc une architecture spécifique à ces contextes-là permettant le renouvellement urbain. Commençons à présenter le contexte. Nous allons focaliser fondamentalement sur la ville d'Alger, où il y a eu le plus de projets durant ces 3 dernières années. Premièrement, ce genre de tissu, tel que celui d'Alger, 19e et 20e, est un tissu qui a beaucoup de valeurs et beaucoup de vulnérabilité. Parmi ses valeurs architecturales, il a la qualité de ses espaces, la qualité de ses écritures architecturales, la qualité paysagère, les espaces publics, les différents styles présents, allant du style haussmannien, néoclassique, néo-mauresque, moderne, art déco et compagnie. Mais aussi, il souffre de grande vulnérabilité, à savoir la dégradation des immeubles et des espaces publics, amenant à la dégradation de son image, les mauvais usages pratiqués dans ces espaces-là, et d'obtenir des structures actuellement qui sont assez fragilisées, qui conduit donc automatiquement à la dégradation du cadre de vie et du fonctionnement global de ces tissus. Nous sommes partis d'un constat qui est donc, premièrement, ces tissus souffrent de grande insalubrité, comme nous pouvons le voir dans cette image-là, où en plein centre-ville d'Alger, nous pouvons voir des déchets jetés avec des animaux tels que les moutons se baladant dans les espaces qui devraient être des espaces publics et donc pratiqués par l'ensemble des habitants. Aussi, la présence, comme je viens de le dire, d'un patrimoine architectural exceptionnel allant du 19e jusqu'au mouvement moderne à travers des bâtiments d'exception tels que l'Aérohabitat pour le mouvement moderne ou l'église Sacré-Cœur, ou aussi pour le style néo-mauresque tel que la grande mosquée d'Alger Centre. Qu'il existe de grands problèmes de circulation, une sorte de stationnement qui conduit à ce que les espaces publics soient entièrement envahis par la voiture et donc ne laissant plus la possibilité aux piétons et aux usagers de pouvoir pratiquer, profiter de ces espaces-là dans un cadre de regroupement et d'échange entre eux. Donc, comme je viens de le dire, l'espace public qui est totalement condamné est absent, induisant ce que des enfants, par exemple, n'ont pas le choix que de pouvoir mettre un billard sur un trottoir. Des personnes âgées ne trouvant pas autre chose que des escaliers ou des marches pour pouvoir s'asseoir et discuter entre eux, et donc n'ayant pas la possibilité de créer un cadre d'espace public agréable permettant aux différents composants de la société de pouvoir interagir entre eux. Il y a aussi la question du renouvellement des activités. Effectivement, c'est un tissu qui date de quasiment 2 siècles, et donc il y a besoin de mettre à jour ses activités et ses usages. Nous voyons donc l'apparition de marchés sauvages et de stands carrément qui occupent l'espace public et qui encore participent à cette dégradation. Mais c'est une nécessité effectivement, car il y a besoin de renouveler les activités, mais il faudrait les faire de manière pertinente et intelligente en préservant l'espace public et le lieu partagé par tout le monde, tout en répondant aux nouveaux besoins des nouveaux usagers et des nouveaux usages. La qualité architecturale aussi des projets qui laisse beaucoup à désirer. Donc nous voyons, ne serait-ce que sur l'aspect extérieur, une détérioration de la qualité quand on compare avec ce qui se faisait auparavant à Alger en termes de façades urbaines, de façades maritimes, etc. Une certaine qualité, même une grande qualité dans la conception architecturale et le souci du détail. Or, nous voyons que dans la plupart des nouvelles constructions, une dégradation à niveau de qualité nul, pour ne pas dire inexistant, dans la projection où le traitement ne serait-ce que de l'enveloppe se limite à un percement au niveau de l'enveloppe au milieu des espaces intérieurs sans véritable réflexion sur le langage et l'écriture. Partant de ce constat, nous avons décidé, dans le cadre de cette spécialité de projet de fin d'études, d'identifier différents interstices que les étudiants eux-mêmes ont fait à travers différentes balades à Alger Centre, allant du quartier de Bab el-Oued, en passant par Soustara, Alger Centre, de Douchmoura, d'Armoul, Sidi Mohamed, dans le quartier de Tilimni, à identifier des petites poches urbaines, tant que nous pouvons les voir ici, dont les surfaces étaient assez limitées, passant entre 300 m² jusqu'à 1500 m² maximum, et d'essayer à travers ces petites parcelles
de penser à un renouvellement urbain et un renouvellement des activités au sein de ces environnements et d'améliorer le cadre de vie des usagers de ces sites-là. Donc, nous sommes partis du principe que ces différentes interstices et creuses présentent un potentiel de reconstruction de la ville sur elle-même en termes de conservation, de valorisation et de modernisation du centre. La problématique était donc comment contribuer au renouvellement en profondeur des quartiers centraux d'Alger et des grandes villes telles que Oran et Béjaïa par exemple, en termes d'image et d'usage à travers des interventions qualitatives sur les interstices urbains. Notre démarche consistait en premier lieu à établir une lecture du lieu à travers l'identification des différentes composantes architecturales, des différents styles existants, des différentes activités présentes, l'identification des différentes polarités et nœuds à proximité du site, de les identifier non pas en termes de distance, mais aussi en termes de temporalité, de déplacement entre deux points, et aussi identifier donc les différents gabarits, topographies, les différentes accessibilités, et conduisant tout cela aussi à identifier le statut et l'échelle de notre site d'intervention. La maquette était aussi un outil fondamental qui servait aussi bien à la lecture que à la conception. Ce n'était pas un élément qui venait en dernier pour présenter le projet seulement, mais qui commençait déjà à être un élément qui permettait aux étudiants de mieux appréhender la composante aussi bien topographique du site, mais aussi les différents styles, les différentes écritures, la manière de pouvoir souligner, marquer, hiérarchiser, choisir donc une réflexion sur les choix d'accès, etc. Donc les étudiants, tout en produisant leur maquette, étaient en train de questionner l'environnement et donc la manière de pouvoir l'appréhender et donc autant de leçons à considérer, autant d'éléments qu'il fallait prendre en charge lors de la conception du projet. Comme nous pouvons aussi donc le voir dans ces sites à proximité de le palais du gouvernement, l'immeuble Aéro Habitat, l'immeuble Pan de Téligny ou le quartier de Sostala. Des exemples parmi tant d'autres. Troisième élément, c'est que les contraintes ne constituaient plus pour nous des contraintes proprement dites, mais comme étant plutôt le fondement et la source de richesse des projets pour leur intégration. Donc toutes ces contraintes devenaient autant d'occasions et de possibilités de pouvoir exceller dans la conception architecturale en trouvant les solutions les plus pertinentes et les plus intéressantes afin de répondre à l'environnement et au programme et la préservation et la conservation et le respect de l'environnement dans lequel on se trouve. Les critères de qualité, nous avons essayé d'en identifier plusieurs, par exemple le respect de l'échelle du lieu, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord partir d'identification de l'échelle de la vocation du lieu avant de commencer par projeter les bâtiments. Donc le bâtiment devait être, sa programmation devait respecter l'échelle de ces quartiers. Par exemple, nous voilà ici deux exemples qui, dans les sites, avait la chance de pouvoir jouer entre deux échelles, à savoir l'échelle de la ville d'un côté et l'échelle du quartier de l'autre côté, comme ici aussi sur ce boulevard, l'échelle de la ville et même l'échelle métropolitaine, et de l'autre côté, l'échelle du quartier intérieur. Et donc il s'agissait de respecter ces échelles-là et de travailler avec, et non pas d'écraser l'échelle de la ville par rapport à l'échelle du quartier et inversement. Deuxièmement, il fallait identifier l'impact dans l'environnement urbain par des reconstitutions in situ à travers des photomontages ou autres pour pouvoir identifier comment serait perçu le nouveau bâtiment projeté dans son environnement immédiat. La vocation fait le programme. Ainsi, après les lectures et l'identification des usages pratiqués au niveau des différents sites, naissait la vocation du programme, et donc naissait le programme. Il ne s'agissait pas d'importer, d'imposer des programmes, mais d'essayer de partir à partir de la lecture du site, l'identification de la manière avec laquelle il est pratiqué, ou aussi à travers l'étude des futurs développements urbains, pour identifier donc les vocations les plus pertinentes à implanter au niveau de ces projets. Partir sur le principe d'une mixité fonctionnelle et non pas de bâtiments unifonctionnels. Donc retrouver cette belle tradition algéroise où les bâtiments n'avaient pas qu'une seule fonction, mais profitaient d'une mixité qui évitait donc de se retrouver tel que nous le voyons aujourd'hui, encore malheureusement, dans des cités dortoirs où seule la composante logement existe dans les bâtiments sans pouvoir développer des logiques d'interaction et de présentiel journalier et quotidien qui permettent donc de développer des rapports sociaux beaucoup plus intéressants et de sécuriser les villes. Cinquièmement, la rationalisation des potentialités constructives. Ainsi, les différents sites, de par leur proportion, leur dimension et leur accessibilité et leur proximité, nous imposaient de faire des choix structuraux plus aptes et plus adéquats. Il n'y avait pas que la fonction ou la rentabilité économique qui déterminait donc ces choix structuraux, mais aussi la logique de pouvoir implanter le bâtiment et de pouvoir
faire des interventions quand on sait par exemple qu'une ville comme Alger, il est formellement interdit, je crois, à partir de 19h jusqu'à 7h du matin, à tout camion de pouvoir rentrer dans cette ville-là, ce qui limiterait le temps d'action si on devait faire appel à un certain type de construction, avec l'impossibilité aussi d'implanter des chantiers ou des bétonnières aux alentours, car cela dérangerait l'environnement immédiat. Donc il fallait tenir compte de ces paramètres-là pour pouvoir projeter et choisir les dispositifs constructifs. Les enveloppes constituaient pour nous aussi des innovations dans la continuité. Il s'agissait ni de faire du pastiche en reproduisant exactement les éléments existants déjà, ni d'aller dans une écriture qui s'opposerait totalement ou ne tiendrait pas compte des spécificités de cet environnement-là, mais au contraire, essayer de partir, de personnaliser, d'adapter et de moderniser ces écritures-là pour en faire de nouvelles écritures qui soient dans la continuité de ceux déjà existants. Enfin, la qualité ne se limite pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, seulement à l'aspect extérieur, mais aussi à toute la qualité spatiale que nous offrons aux différents usagers afin qu'ils puissent profiter et être à l'aise et avoir un cadre de vie agréable aussi bien dans les espaces extérieurs, dans la perception de nos projets, mais aussi dans la pratique de l'espace intérieur de nos projets. La chance de la spécialité, c'est qu'elle a eu la chance d'avoir été primée dans le cadre du concours de Young Architect au niveau de la ville de Paris, un concours qui a été lancé par le groupe d'architectes Architecture Studio et l'Institut du monde arabe pour essayer de célébrer et de rendre compte de valoriser la production architecturale par les jeunes architectes du monde arabe. Notre spécialité a été justement félicitée par l'intermédiaire de deux travaux réalisés durant les années 2010 et 2011. Donc deux projets réalisés par 4 étudiantes par binôme et qui ont été donc primés et exposés donc à l'Institut du monde arabe et la Biennale d'architecture de Venise. Commençons par le premier projet. Donc à ce moment-là, nous allons présenter les deux projets et leur démarche de conception ainsi que les différentes données et contraintes qu'ils ont considérées pour pouvoir développer leur projet. Premièrement, le projet de la Parisienne, qui était le projet d'un centre commercial et dont l'intitulé du projet était une métapsychose d'une âme à la découverte d'un lieu de seconde vie, réalisé par mesdemoiselles, enfin du moins à l'époque, mesdames Garba Mriem et Tidjani Bleish Widet. Parmi les défis que devait relever cette parcelle située à ce niveau-là, outre le fait qu'elle soit une petite parcelle en plein centre-ville, à savoir de 800 m², le défi c'était c'était une forme complexe et irrégulière en L. Donc comme vous pouvez le voir, les contours et les mitoyennetés sont assez spécifiques et complexes à prendre en considération. Mais d'autres contraintes étaient, d'autres défis, donc tels que la prise en charge de l'immeuble d'angle restant sur l'îlot, qui est situé à ce niveau-là et qui lui aussi n'a pas des rapports régulier, mais a aussi une forme assez complexe dans laquelle le nouveau bâtiment devait prendre en considération et interagir avec. Enfin aussi, il y avait la question de la gestion de 4 façades à statut et niveaux différents. Effectivement, nous avons un site qui avait des niveaux forts différents. Donc nous avons entre le niveau ici, donc côté supérieur du côté de la rue des Douches-Morat par rapport à la rue qui est en contrebas, qui est aussi plate aussi, donc deux niveaux de dénivellement assez importants, et aussi donc les deux rues latérales qui étaient aussi d'un niveau différent par rapport aux deux autres, et même entre elles, puisque ici nous, à partir de ce point-là, donc la rue descend, et puis redescend encore par ici, là elle se retrouve dans un niveau plat, et là elle descend à partir d'un niveau bien plus supérieur que ce dernier-là. Donc nous nous retrouvons avec des bâtiments qui sur un bâtiment et une parcelle qui avait donc sur 4 côtés des niveaux d'accès ou du moins d'implantation totalement différents. Aussi donc les statuts et les traitements d'enveloppe des façades de bâtiments qui se trouvaient mitoyens ou en face ou à proximité de ces 4 façades étaient totalement différentes les unes des autres et les étudiants ont pris sur elles le devoir et l'obligation de prendre en charge ces ces différents traitements et d'en produire quand même une architecture harmonieuse complète entre eux. Voilà.
Je tiens à préciser qu'au niveau de cette présentation, nous allons focaliser fondamentalement sur l'implantation des bâtiments par rapport à l'environnement. Nous verrons dans d'autres vidéos que nous ferons plus tard aussi le rapport à la fonctionnalité, au traitement d'enveloppe, au concept, ainsi qu'à l'usage et aux distributions et aux principes statiques. Donc voilà un peu le résultat qu'ont obtenu les architectes Wided et Mriem par rapport à leur intervention au niveau de cette parcelle. Essayons de voir, donc décortiquons la façon de faire. Donc en premier lieu, il fallait ce qu'ils ont appelé donc l'insertion et le rappel. L'insertion d'un bâtiment qui essaie de reprendre les gabarits d'un... Ce qu'il faut savoir, c'est que la Parisienne, c'était un ancien bâtiment qui existait là et qui a été détruit pour des raisons de stabilité, d'instabilité structurelle. Et donc, c'est une parcelle, un lot de terrain, une dent creuse qui se retrouve dans une situation stratégique et très importante vu sa proximité et centralité entre l'axe boulevard Mistel, la Grande Poste, mais aussi la station de bus terminale de Place Audin et aussi la gare de Arras. Donc, ils se retrouvaient dans une position de transition entre ces différentes polarités et donc tenir une position stratégique. Et donc c'est une chance de pouvoir intervenir et de permettre le renouvellement des activités et des usages au sein de cet environnement-là. Donc le premier élément, la première action qu'a faite nos deux architectes était de retrouver un peu le gabarit existant, donc en respectant l'environnement immédiat, en évitant donc d'écraser, d'imposer et de profiter de faire un bâtiment beaucoup plus haut, beaucoup plus important qui écraserait son environnement, et d'essayer de travailler un bâtiment qui puisse en même temps être un rappel de l'existant, mais tout en respectant l'environnement dans lequel on se trouve. La deuxième action est une action de renaissance, à savoir que le bâtiment existant devait renaître et donc non pas reproduire exactement ce qui existait, mais devait aussi, donc, de par sa renaissance, permettre non pas de renaître seulement, de rappeler la mémoire du bâtiment existant et des pratiques existantes, mais aussi de permettre la renaissance de l'ensemble du quartier et de la révélation donc, de toutes ces bâtisses et donc la révélation des écritures architecturale et devenir donc un lieu à partir duquel nous pouvons profiter pour pouvoir voir et interagir avec ces architectures-là. Ainsi, la programmation, par exemple, d'un centre commercial à ce niveau-là, avec des terrasses restaurants, comme on peut le voir à ce niveau, et donc des belles perspectives sur l'environnement permettaient donc de pouvoir profiter non seulement de l'animation de la rue, mais aussi de l'écriture et des paysages, par exemple de la fac centrale située à ce niveau-là, ou d'un collège, d'une écriture très spécifique aussi en face, ou de ces bâtiments-là avec une architecture très 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 intéressante qui devient donc un musée sans la ville, et donc cette belle terrasse devient un moment de visualisation de toute cette dynamique. C'est pour cette raison-là qu'à partir du premier volume, une imbrication, une sorte de retrait a été faite à ce niveau-là pour différentes raisons. La première, donc déjà, le bâtiment qui était à ce niveau-là reprenait la mitoyenneté et respectait le gabarit du bâtiment qui est juste à proximité. Et en même temps, donc, il allait servir d'une sorte de prise en charge, donc par une imbrication de volume entre celui-là qui assurait la transition et celui-ci qui était un peu moins important afin de pouvoir créer donc cette belle terrasse qui permet d'avoir une vue sur 260 degrés, mais aussi permettait par ce dégagement-là, puisque l'entrée était prévue à ce niveau-là, donc de créer un dégagement pour un espace public qui permettrait donc de prendre en charge donc cette nouvelle activité et le déversement des personnes qui allaient ressortir à partir de ce bâtiment. Donc nous voyons donc là une sorte d'imbrication qui se fait pour en même temps profiter des vues et de l'environnement, s'exposer soi-même et préparer le terrain à des espaces de dégagement pour les activités de cet espace recevant du public, ce ERP. Une autre action consistait donc à la sensibilisation et le passage de l'ancien vers le nouveau. Donc l'ancien, le bâtiment existant, et la transition vers ce bâtiment moderne. Ceci s'est fait à travers la projection donc, de ce volume tierce en forme de L qui constituait en même temps l'atrium et l'éclairage donc, des espaces intérieurs de ce centre commercial et permettait donc de créer des éléments saillants qui conduisaient à avoir donc des perspectives aussi bien à partir de boulevard Mystique que de boulevard Amérouche, deux axes centralisants importants dans la ville d'Alger,
donc permettait de signaler et de démarquer le projet pour les différentes passants et donc de créer un point de repère et un point d'appel, un élément donc qui permettrait aussi de l'intérieur du projet, donc le vide qui allait être créé, de pouvoir apprécier cette transition et donc l'existence de ce bâtiment antécédent à la projection de ce futur projet. Donc de créer un élément donc, de transition, de prise en compte d'un existant et aussi un élément signalétique permettant de signaler la transition entre l'ancien et le nouveau. Deuxième projet que nous allons présenter dans cette vidéo, et donc c'est le deuxième projet primé dans le cadre de ce concours de Young Arab Architect réalisé par les architectes Benbeni Fatma et Debib Esma Yemina, et un projet d'une maternité au centre-ville d'Alger. Ce projet-là, à proximité donc, du palais du gouvernement et de la rue ex-rue d'Islay actuelle, la rue Benouhidé, avait la spécificité d'être un projet situé dans une double échelle. La grande échelle de la ville, centralisante, et l'échelle du quartier intérieur, qui limite, ce sont des rues impasses. Donc, parmi les difficultés de relever, l'articulation entre ces deux échelles urbaines différentes, centralisante des villes et celle de quartier local, et l'inscription dans une parcelle très escarpée. Donc c'est une parcelle qui avait déjà été occupée par le passé par notre projet, qui avait donc différents niveaux d'accessibilité, donc différents terrassements. Donc nous avons deux plateformes, donc comme vous pouvez l'observer ici, donc nous avons une plateforme du côté bas, puis une cage d'escalier urbaine, aussi un ascenseur urbain qui permet donc d'accéder au niveau supérieur. Nous avons une deuxième plateforme à ce niveau-là qui donne directement sur la rue en face, donc celle-là donne sur la rue qui vient de la rue d'Isly, actuelle la rue Belmehdi. Un deuxième niveau qui donnait sur la rue en fin de perspective, à la fin de la perspective de cette rue-là du quartier. Et encore un troisième niveau qui donnait directement sur la rue Dr Sadan à proximité du palais du gouvernement. Donc une parcelle avec très escarpée. Et enfin s'inscrire entre des vocabulaires architecturaux variés, entre l'écriture du palais du gouvernement, l'écriture de ces édifices type classique, néoclassique, etc. Et donc de devoir apporter sa petite touche qui puisse être une synthèse de ces différentes écritures. Donc, ce projet était composé de plusieurs entités. La première entité était donc le socle, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc les trois niveaux donc, qui avait donc le niveau qui était le plus bas qui donnait donc à proximité au même niveau que la rue d'Islay actuelle, la rue Benouhidé, le deuxième intermédiaire qui était l'aboutissement de la rue intérieure du quartier, et la troisième qui donnait sur le boulevard Dr Sadat. Donc la première des choses, c'était pour nos architectes, c'était la réalisation donc d'un socle, la projection d'un volume qui permettait de reprendre le socle et donc de reconstituer un espace quand on va le voir plus tard. Donc ça constitue la quatrième entité, qui est l'entité cour. Donc essayer de recréer un espace qui serait un jardin, un espace public pour les différents habitants, mais en même temps servira à la maternité comme lieu de transition et en même temps de création d'un cadre et d'une transition et d'un tampon assurant un peu le calme pour les utilisateurs et les usagers de la future clinique. Aussi, cette projection de cet espace public qui est offert aux gens du quartier, c'est le relevé par nos architectes lors de leurs travaux de lecture de leur environnement, que les enfants, puisqu'il y a une proximité un peu plus bas à ce niveau-là, il y a une école primaire ou un collège, je ne me rappelle pas exactement, mais donc ce collège, les étudiants, enfin les élèves du collège de ce primaire, n'avaient pas la possibilité d'avoir des espaces publics pour pouvoir jouer, être ensemble et donc se retrouver à jouer au niveau de la rue, ce qui était totalement dangereux vu l'existence de voitures. C'est une route mécanique à ce niveau-là, donc il projetait de programmer à ce niveau-là un espace public qui permettrait non seulement de répondre aux besoins des gens du quartier, mais aussi de la maternité. La deuxième entité projetée est un volume qui reprend les alignements. Donc il est composé, cette entité est composée de deux volumes, le volume blanc et le volume bleu, et donc des manipulations ont été faites de telle manière à permettre à ce que le volume bleu, c'est-à-dire le gros du volume était composé par le volume blanc, imbriqué avec un deuxième volume bleu qui vient lui essayer de reprendre donc, les alignements et les perspectives et de respecter les échelles du quartier. Donc on voit que l'élément blanc qui reprend donc qui respecte les alignements des bâtiments existants et
gabarit, et le volume bleu qui vient à ce niveau-là de prendre en charge la perspective à partir en remontant de la rue Dr Sagdan, pour prendre en charge la perspective, et de l'autre côté d'assurer l'alignement et la continuité vis-à-vis du bâtiment qui est à côté, puisque c'est un bâtiment qui est composé de balcons, et donc essayer de manière subtile de s'aligner. Le bâtiment blanc se réaligne sur le bâtiment blanc, et le bâtiment bleu s'aligne sur les balcons du bâtiment à proximité. Là, nous voyons aussi un petit retrait qui est fait à ce niveau-là pour pouvoir donc respecter et ne pas écraser le bâtiment en face par un volume imposant et qui viendrait gâcher les perspectives, l'éclairage et l'aération de bâtiments existants. La troisième entité est donc l'entité du volume courbé et qui vient se placer, qui cadre donc et finit par clôturer la cour et qui a ce double rôle. Le premier donc de ponctuer la perspective par rapport à la rue interne, la rue de quartier, et donc prendre en charge cette perspective, mais aussi de créer une dynamique qui permettrait donc de créer une sorte de deux espaces tampons entre l'espace tampon pour l'accès vers la clinique et la partie qui sera utilisée par les gens du quartier pour pouvoir se regrouper, se retrouver entre eux. Donc créer une sorte de hiérarchisation qui est encore accentuée par l'effet du porte-à-faux du volume bleu qu'on vient de voir, et qui permet donc de marquer une sorte de socle d'espace tampon et de transition entre l'espace public accessible à tout le monde et l'accessibilité vers la clinique. Nous verrons clairement sur d'autres vidéos comment l'aspect fonctionnel a été géré par la programmation de la clinique jour à ce niveau-là, l'urgence supérieure et les chambres tout à fait en haut, pour une raison très simple, c'est-à-dire que la clinique du jour est utilisée par les gens qui viennent à pied, donc qui utilisaient fondamentalement la rue, la rue Belmehidi, ex-rue d'Isly, donc viendront directement à leur niveau pour accéder à la visite du jour. Les urgences viendraient par ambulance et donc accéderaient directement sur la voie principale supérieure, et la partie supérieure pour les chambres afin de donner le calme et les perspectives et les vues dégagées sur la Alger, comme nous pouvons le voir au niveau de cette perspective, où donc à partir des chambres nous avons de belles vues sur le Grand Alger. La dernière entité, ben, c'est l'entité cours, donc, qui va donc délimiter. Nous insistons sur le fait qu'un volume n'est pas seulement un volume de plein, mais c'est aussi un volume de vide. Et donc les architectes Yamina et Esma et Fatima ont veillé à ce que de bien délimiter le volume de leur vide pour qu'il soit bien proportionné, avec ce jeu aussi donc de porte-à-faux et de seuil qui permet encore de bien le cadrer dans tous les côtés, pas seulement du côté latéral mais aussi en hauteur, pour lui donner de belles proportions où les personnes ne sont pas écrasées dans cet environnement. Et donc voici donc les quatre entités qu'ont utilisé les étudiants pour pouvoir réaliser leur projet, dont on voit ici un peu le résultat, donc la démarcation entre la partie basse, la partie jour, la partie urgence et la partie supérieure. Je reviens juste sur un petit détail que j'ai zappé à ce niveau-là, c'est que ce volume bleu, à la fin aussi, il y a une soustraction qui se fait à ce niveau-là, parce que vu l'épaisseur importante qu'il avait, ça permettrait donc non seulement de reprendre un peu le langage des architectures qui sont à côté, qu'on peut voir à ce niveau-là, donc à travers ces jeux d'éléments en beau window, saillies, et donc jeux de plein et de vide, donc le reprendre à leur niveau, donc sur une certaine continuité d'écriture, mais aussi donc de créer une sorte de cours qui permettrait dans une épaisseur assez importante de bâtiment d'aérer et donc d'éclairer le maximum d'espace à l'intérieur du projet. Merci. À bientôt pour une suite, pour d'autres présentations sur d'autres projets de la spécialité Picard ou d'autres spécialités ou d'autres aventures ou d'autres projets algériens ou étrangers. À bientôt.